Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le forum de Davos, plus connu sous le Forum économique mondial. À l'origine je ne voulais faire qu'une seule vidéo, mais je me suis aperçu que le sujet est tellement dense qu'il a fallu que je découpe en plusieurs vidéos. Aujourd'hui nous allons aborder uniquement ses origines et comment il s'est constitué. C'est en 1971 que le forum de Davos est constitué par Klaus Schwab. C'est un professeur d'économie suisse-allemand. Il est actuellement président exécutif du forum depuis donc 50 ans, enfin plus de 50 ans même. Sa fortune personnelle est évaluée à environ 100 millions d'euros. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant les années 1970, il n'a été affilié à aucun parti politique. Il se consacrait entièrement à sa carrière académique. Il enseignait plus particulièrement la politique commerciale à la faculté de Genève. En fait, pour faire plus simple, il était enseignant d'économie. Donc une donnée déjà surprenante, c'est qu'il est à la tête du forum de Davos depuis le début, ce qui témoigne de son rôle central dans l'évolution de cette organisation. Chaque année, en janvier, le forum de Davos réunit en Suisse des dirigeants d'entreprise, des responsables politiques, des intellectuels, des journalistes venus du monde entier. Donc c'est très intéressant d'étudier les débuts de ce forum. Lors de la toute première réunion en 1971, Klaus Schwab a réussi à réunir environ 450 dirigeants d'entreprises européennes. À sa création, ce forum portait comme nom European Management Forum. Son objectif initial, c'était de promouvoir les meilleures pratiques de gestion pour aider les entreprises européennes à rivaliser avec des entreprises des États-Unis, qui dominaient l'économie mondiale. Klaus Schwab voulait introduire des concepts modernes de management, largement développés aux États-Unis, comme le management participatif et la stratégie d'entreprise, afin de renforcer la compétitivité des entreprises européennes. Donc en fait, au début, on peut clairement dire que ça partait d'un très bon sentiment. Et c'était aussi un lieu pour les affaires. Donc au départ, l'idée de Klaus Schwab, qui n'avait jamais fait de carrière politique, semblait très simple. Créer un espace où les dirigeants d'entreprise pouvaient se rassembler, se réunir et échanger sur les bonnes pratiques à avoir. Et faire des affaires. Après tout, des lieux de rencontre pour que les hommes d'affaires puissent discuter entre eux, échanger des idées et faire du business ne date pas d'hier. Il existe de nombreux autres contextes où les professionnels se rencontrent. Les loges VIP d'événements sportifs, idéales pour combiner plaisir et opportunités professionnelles. On trouve aussi les conférences ou les foires professionnelles, le golf avec d'autres sports de prestige, les dîners de gala et les soirées caritatives, les espaces de coworking et les voyages d'affaires organisés. Donc le forum de Davos à ses débuts n'était pas différent de ces exemples. C'était une plateforme pour échanger et discuter de stratégie. Cependant, au fil des années, il a évolué pour devenir bien plus que cela. Et en fait, même très rapidement, la politique s'est mêlée à l'économie. Dès 1974, le forum a commencé à accueillir des personnalités politiques pour discuter des interactions entre l'économie, le monde des affaires et la politique publique. Bon, cette évolution, elle reflète que l'économie est intimement liée au monde politique. Bon, je ne suis pas là pour donner mon avis personnel, mais je pense que ça a commencé à partir en cacahuète à ce moment-là. Mais bon. Donc après, en 1987, le forum adopte son nom actuel, le World Economic Forum, donc finalement le Forum mondial de l'économie, marquant ainsi son ambition de devenir une plateforme mondiale. Davos est alors devenu un espace où se rencontrent non seulement les chefs d'entreprise, mais aussi des chefs d'État, des dirigeants d'ONG, des universitaires et même des artistes. Au fil des années, cet événement a élargi sa portée. Et il rassemble aujourd'hui des personnalités de tout horizon. Des chefs d'État, des ministres, des représentants d'organisations internationales, des leaders d'opinion, mais aussi des personnalités culturelles. Pour exemple, dans l'édition 2020, il y a eu plus de 3000 participants venus de plus de 110 pays, avec plus de 70 chefs d'État, de gouvernement. Donc vous l'avez compris, le forum de Davos est devenu un lieu incontournable pour discuter des grands enjeux mondiaux, comme la mondialisation, les marchés financiers, les conflits internationaux et bien sûr les problématiques environnementales. Alors, comment se déroulent les réunions et les échanges au forum? Il existe en fait deux grandes catégories, celles qui sont publiques et accessibles à tous, et celles qui sont confidentielles. Certaines sessions sont retransmises en direct sur le site du forum.
ou sur des plateformes comme YouTube. Ces conférences et tables rondes abordent des thèmes globaux comme le climat, l'économie, l'égalité des genres ou l'innovation technologique. En plus de cela, le forum publie régulièrement des rapports sur des sujets d'actualité et qui y sont discutés, comme le Global Risk Report, qui identifie, vous l'avez compris, les principaux risques et les principaux défis mondiaux. Ces rapports sont accessibles au public et largement relayés dans les médias. Cependant, tout n'est pas public. Certaines discussions, comme les discussions bilatérales entre chefs d'État ou entre dirigeants d'entreprise, se déroulent à huis clos pour permettre des échanges plus libres et plus confidentiels. Il y a d'autres sessions réservées à de petits cercles de participants, triés sur le volet, qui sont privés. Enfin, il y a certaines réunions qui appliquent un protocole particulier où le contenu des discussions peut être partagé publiquement, mais sans jamais attribuer à un individu les propos, ce qui garantit ainsi un certain niveau de confidentialité. Alors les raisons pour lesquelles tout n'est pas public, c'est relativement simple, c'est-à-dire qu'il y a certains sujets stratégiques au niveau des États, de la géopolitique, il y a aussi des stratégies au niveau des entreprises, il y a donc certaines négociations sur l'économie, la politique ou la sécurité internationale. Et donc la transparence de certains propos ne pourrait pas permettre de négocier tranquillement. En fait, au forum, dans certaines salles, il est garanti que les intérêts stratégiques de certaines entreprises sont protégés, donc ils peuvent négocier librement. Bon, si on fait un point, quand on apprend tout ça, quand on voit ça, il semble que le professeur Klaus Schwab a été complètement débordé par son projet initial. À l'origine, on l'a dit, son idée c'était de protéger l'économie européenne face à l'économie donc américaine, ce qui était tout à fait intéressant et louable. Mais au vu du succès de ce forum, il a lentement dérivé vers la politique et vers l'économie mondiale. Mais son forum a connu un tel succès au cours des 50 dernières années qu'il a dérivé sur la politique mondiale. Alors autant l'économie peut être pratiquement vue comme une science, avec des lois relativement claires, comme la loi de l'offre et de la demande par exemple. Mais le problème c'est que la politique, bien qu'elle soit peut-être inévitable dans le monde économique, introduit une plus grande dimension irrationnelle. Je vais vous donner un exemple pour clarifier un peu ma pensée. De tout temps, les échanges économiques ont eu à peu près la même dynamique. À l'époque des pharaons, par exemple, les échanges économiques obéissaient au même principe qu'aujourd'hui, alors que les décisions politiques qui ont conduit à la construction des pyramides, motivées par des croyances religieuses, ont finalement contribué à leur déclin. Au lieu de tirer parti de leur avance civilisationnelle, pour se protéger et se renforcer, ils ont concentré leurs efforts sur des projets qui répondaient à un objectif symbolique. Donc c'est pour ça que la politique, il faut toujours un peu quand même s'en méfier. Et le moment pivot où le forum de Davos a connu sa deuxième dérive, c'est 1987. Ce fut l'année du changement de nom en World Economic Forum, accompagné de l'ouverture au monde entier. Ce forum qui était conçu à l'origine pour stimuler la compétitivité des entreprises européennes, s'est enrichi en intégrant les politiques et les dirigeants d'entreprises du monde entier. Cette ouverture a marqué le virage vers la globalisation mondiale. À partir de 1987, le forum s'est vu transformé et il est allé bien au-delà de son objectif initial, qui était très louable au début. Bon, donc on peut légitimement se poser la question, est-ce que notre ami Klaus Schwab ne s'est pas laissé dépasser par sa création? Parce qu'en fait, il existe de nombreux exemples de nouvelles technologies ou de concepts novateurs qui, lorsqu'ils sont mis en place, finissent par répondre à des besoins qui sont totalement différents de ceux pour lesquels ils avaient été conçus à l'origine. Je vais vous prendre quelques exemples connus pour bien illustrer ce propos. Mark Zuckerberg, avec son application d'origine, FaceMash. À l'époque, l'objectif initial était assez surprenant. Il permettait aux utilisateurs de comparer les photos d'étudiantes de Harvard et de voter pour celle qu'ils trouvaient la plus attirante. Alors ça, je ne le savais pas, mais apparemment Zuckerberg, à l'époque, avait piraté les bases de données des dortoirs de Harvard. Bon, il s'en est pas trop vanté de celle-là. Ça lui a permis de récupérer toutes les photos des filles. Ce projet, aussi controversé qu'il soit, a évidemment provoqué un tollé sur le respect de la vie privée
Et l'administration de Harvard a demandé à ce que Mark Zuckerberg présente des excuses publiques. Et pourtant, de cette initiative maladroite, quelques années plus tard, est né Facebook. Bon, il y a un autre exemple marquant et intéressant que je vous partage, c'est celui des téléphones portables. L'un des premiers téléphones portables était un Motorola. C'était un appareil réservé à une élite économique. Il coûtait environ 4000 $ à l'époque, donc presque comme le casque d'Apple. C'était une somme colossale, donc si on rapporte par rapport à l'inflation, ça ferait peut-être bien plus que le casque d'Apple d'ailleurs. Il était principalement destiné aux dirigeants d'entreprises, pour leur permettre de prendre des décisions rapides et de rester toujours joignables. Les publicités de l'époque montraient des hommes d'affaires en train de passer des appels importants depuis leur voiture ou en déplacement. Mais dans la réalité, et c'est là que ça a été détourné, ça a été utilisé pour des besoins beaucoup plus pratiques. Par exemple, de nombreux cadres supérieurs qui achetaient ces téléphones les mettaient à disposition de leur épouse, qui s'en servaient pour organiser le quotidien familial. Et cela a surpris les fabricants qui ont dû adapter leur stratégie de marketing. Et donc dans les années 90, on voit apparaître des modèles qui sont plus légers, plus élégants, avec des publicités orientées pour les besoins familiaux et non plus uniquement professionnels. Un dernier exemple encore plus significatif, c'est celui de la poudre noire. Inventée en Chine au 9e siècle, à l'origine, les alchimistes chinois ne cherchaient pas à produire des explosifs, mais un élixir d'immortalité. C'est par hasard qu'un mélange de salpêtre, de soufre et de charbon de bois a été capable de faire une détonation. Et cette découverte a donc d'abord été utilisée pour des spectacles pyrotechniques, notamment des feux d'artifice destinés à célébrer certains événements et à repousser les mauvais esprits. Mais rapidement, les Chinois ont compris le potentiel militaire de la poudre noire et l'ont utilisée dans des armes rudimentaires comme des lances et des bombes dès le Xe siècle. Cette invention a voyagé par la route de la soie et a été adoptée par d'autres cultures. Et c'est en Europe qu'elle a été perfectionnée pour la fabrication d'armes à feu. Ce que ces exemples en fait montrent, c'est que de nombreux projets, aussi nobles soient-ils, finissent souvent par évoluer ou être détournés pour répondre à des besoins complètement différents. Et le Forum de Davos ne fait pas exception. Ce qui à l'origine était conçu pour soutenir les économies européennes face à la domination américaine s'est transformé en un rassemblement mondial où le clientélisme, l'appât du pouvoir et de l'argent semblent avoir pris le dessus. C'est un peu exaspérant de voir qu'une initiative qui avait pour but de nous aider s'est un peu retournée pratiquement contre nous. Et un phénomène à ne pas négliger, c'est que Klaus Schwab n'avait à l'origine ni les épaules, ni l'ambition d'un chef d'État. Il n'avait pas non plus prévu d'avoir une influence aussi importante que celle qu'il exerce aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il a dévoyé son projet initial et abandonné ses ambitions premières pour répondre à une forme de clientélisme. Face à ce manque de courage et de respect envers ses convictions, on peut tout à fait imaginer qu'il ait lui-même été séduit par la popularité grandissante de son œuvre. Il est fort probable qu'au fil des 50 années de son projet, Klaus Schwab ait vu son rôle évoluer. Comme toute personne enivrée par le pouvoir, il a peut-être fini par se percevoir comme le maître du monde, ou du moins par en rêver. Bien sûr, c'est difficile de se mettre à sa place, mais si l'on analyse cela à travers nos instincts et les pulsions de l'espèce humaine, on peut comprendre qu'en réunissant tous les leaders politiques et financiers de la planète, Schwab ait pu se laisser emporter par une vision grandiose de lui-même, au point de vouloir devenir le maître du monde. D'ailleurs, le Figaro que je vous mets en lien, cette année, a titré Klaus Schwab, le directeur du Forum de Davos, est devenu le maître des maîtres du monde. Merci et au revoir.